Bonjour, je propose de faire un petit rapport de notre conseil que nous avons tenu entre ministres des Affaires étrangères. Évidemment, nous avons parlé du coronavirus, mais en tant que ministre des Affaires étrangères, nous avons également parlé d'autres choses. Pour commencer, donc, la guerre en Syrie vient d'entrer dans sa 10e année. 10 ans, c'est 2 fois plus que la Deuxième Guerre mondiale. Vous pouvez vous imaginer. Pour l'instant, nous vivons dans une situation exceptionnelle. Mais vous pouvez alors vous imaginer la situation en Syrie. La situation est beaucoup plus grave encore. Il y a des bombardements, la peur règne. Et donc, nous avons donc également abordé ce sujet-là. Nous avons parlé de l'aide humanitaire. Donc, il y a une conférence, la 4e conférence de Bruxelles pour la Syrie, qui est prévue pour les 29 et 30 juin 2020. On ne sait pas encore si on peut la tenir telle qu'elle ou si elle sera organisée d'une autre forme. Alors, la Syrie doit jouer un rôle important pour l'Union européenne. Nous sommes le plus grand donateur pour l'aide humanitaire et c'est un rôle que nous devons absolument continuer. Alors, depuis 2016, nous aidons donc la Syrie avec 7,5 millions d'euros chaque année en aide humanitaire pour la Syrie. Donc, nous mettons l'accent sur l'UNICEF également pour évidemment aider également la jeune population. Alors, le mandat de la résolution 2504 du Conseil de sécurité prend fin le 10 juillet et en tant que communauté internationale, nous devons tout mettre en œuvre pour prolonger ce mandat car nous savons que l'aide humanitaire est absolument cruciale pour la Syrie et on ne peut pas l'arrêter. Alors, nous avons brièvement évoqué également le sujet du Mali, l'EUTM Mali. Comment pouvons-nous garantir la sécurité dans ce pays? Et en tant que Luxembourg, nous allons donc déployer 27 personnes dans le cadre de cette mission. Alors, cette mission et ce mandat sera donc adapté fin mars et c'est également quelque chose de positif pour aider les pays du G5, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie et Niger. Donc pour aider ces pays-là avec notamment l'accent sur le Burkina Faso pour que la population puisse vivre dans ces pays-là. Alors autre chose de positif, vous connaissez peut-être l'opération Sophia. Donc, c'est une opération qui portera à l'avenir un nouveau nom, Irini. Donc, ce sera l'opération Irini post-Sophia qui doit surveiller à ce qu'il n'y ait pas d'armes qui arrivent en Libye et pour qu'il n'y ait pas de nouvelles troupes qui arrivent dans le pays. C'est une mission et une opération très très importante. Alors, il y a eu des hésitations de la Hongrie et de l'Autriche. Maintenant, on a trouvé une solution à Bruxelles. Donc, tous les 4 mois, on regardera s'il existe un pull factor, donc un effet d'aspiration sur les flux migratoires. Donc, s'il y a plus de personnes qui arrivent en mer avec les passeurs. Et donc, on va surveiller ça au plus près. Alors, bien évidemment, je l'ai déjà dit au début, dans le cadre de ce conseil Affaires étrangères, cela fait des années que j'y participe en tant que ministre. C'est la toute première fois que nous avons travaillé en visioconférence. Bon, c'est les 27 capitales qui étaient liées. Bon, la digitalisation de la politique des affaires étrangères pose un certain défi. Il ne faut pas que cela devienne la règle, car le système est froid, on travaille à distance, ce n'est pas personnel. Et donc, oui, voilà. Les temps sont exceptionnels et donc on doit travailler avec des solutions exceptionnelles, mais cela ne doit pas devenir la règle. Bon, lorsque nous regardons maintenant comment la réunion s'est passée, eh bien, pour vous donner quelques pistes, quelques axes, nous avons bien évidemment essayé de notre côté
de regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'Union européenne, de ne pas uniquement regarder les frontières extérieures, donc dans le cadre de la crise du corona. Et un des plus grands acquis de l'Union européenne, c'est l'espace Schengen, c'est-à-dire la libre circulation des personnes sans être contrôlées. On peut se déplacer sans être contrôlé. Et dans les 26 pays de Schengen, ce ne sont pas uniquement des pays européens, il y en a d'autres. Donc il y a la Norvège également, la Suisse et le Liechtenstein également. Et donc nous devons savoir que nous vivons dans une période où il était question de fêter les 25 ans de l'espace Schengen, donc cet anniversaire, donc les 25 ans de Schengen. Et dans 15 pays parmi les 26, on a de nouveau des contrôles aux frontières ou alors les frontières sont complètement fermées. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel pour un Européen. Dans le cadre de la migration, on avait déjà des problèmes. Maintenant, on sort tout doucement de ce flux migratoire et pourtant, on passe à autre chose. Donc, cet espace Schengen, pour lequel on est envié dans le monde entier, eh bien, il est remis en question. Donc, maintenant, il y a 3 questions qu'il faut se poser. Est-ce que la fermeture des frontières permet d'endiguer la propagation du virus? Deuxième question, est-ce que cela est conforme à la législation européenne? Et troisième question, est-ce qu'on a de la discrimination entre les citoyens des différents pays? Il faut donner une réponse à ces 3 questions et la réponse est non. Non, il n'y a pas de discrimination qui se fait. Cela est conforme à la législation européenne. Et donc voilà, on a opéré de cette manière-là. Donc maintenant, les contrôles aux frontières ont un petit impact sur le fait d'endiguer le virus. Donc on le fait de manière physique, on essaye vraiment de limiter les contacts sociaux et donc les gens restent plus à la maison, c'est-à-dire on a adopté quelques mesures, on réduit la circulation et c'est ce qu'on a toujours dit au Luxembourg, mais également dans d'autres pays. C'est le premier qui l'a répété à plusieurs reprises, Madame Lehnert également. Nous sommes un pays, et il faut le rappeler, un pays qui dépend des travailleurs frontaliers. Nous avons 200 000 frontaliers qui passent la frontière tous les jours pour travailler au Grand-Duché de Luxembourg, de l'Allemagne, de la France, et nos hôpitaux, nos maisons de soins, nos maisons de retraite ne fonctionnent que parce qu'on a ces travailleurs frontaliers. Et donc, il s'agit là d'un domaine vital, il s'agit d'un nerf vital de notre pays. Si maintenant, il fallait vraiment fermer les frontières, ce serait très grave pour notre pays. Évidemment, il faut mettre l'accent sur la coordination au sein de l'Union européenne en ce qui concerne les rapatriements. Les personnes ne doivent pas rester dans les zones de transit des aéroports pendant des heures, pendant des jours même. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter en tant qu'Européens. En Europe, il y ait des Européens qui soient bloqués dans les aéroports. Il y a quelques signaux positifs également. Vous le savez certainement, notre ministre de la Santé l'a dit hier. Nous, en tant que Luxembourg, nous aidons la région en France qui est fortement touchée par le coronavirus, le Grand Est, notamment Mulhouse. On essaye d'accueillir donc des personnes ici aux hôpitaux de Luxembourg pour que ces personnes puissent être traitées chez nous. C'est un bon signe, ce sont des signes qui sont vraiment importants vers l'extérieur parce que on a besoin de cette solidarité. Et si cette solidarité est arrêtée, alors ça devient très difficile. Mais pour l'instant, cette solidarité est encore en Europe. Alors, la Commission européenne a fait la proposition
de fermer les frontières extérieures de l'Union européenne. Tous les pays étaient d'accord le 18 mars, mais le pendant, c'était que, une fois que les frontières extérieures sont fermées, eh bien, toutes les frontières intérieures doivent être ouvertes. Bon, cela n'a pas été le cas, cela ne s'est pas produit comme cela, et cela pourrait entraîner de graves problèmes. Je ne veux pas exagérer, mais vous savez que au sein de l'Union européenne, comme partout dans le monde, nous avons besoin de médicaments, nous avons besoin de produits alimentaires. Pour l'instant, cet approvisionnement est assuré, mais il existe des exemples, des masques qui étaient prévus pour la Charité à Berlin, où les camions étaient bloqués à la frontière avec la Roumanie pendant des journées. Et donc, cela peut engendrer de graves problèmes. Donc, une fois de plus, je lance l'appel de tout mettre en œuvre pour que nos frontières puissent rouvrir. Alors peut-être encore quelque chose concernant l'assistance consulaire, en ce qui concerne plus particulièrement le Luxembourg. Eh bien, Heiko Maas, le ministre des Affaires étrangères, a dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà été rapatriées en Allemagne. Pour l'instant, il y a encore à peu près 340 personnes du Luxembourg, donc des concitoyens, des ressortissants qui sont encore à l'étranger, qu'il faut encore rapatrier. On met tout en œuvre. Il y a des personnes qui s'inquiètent. On travaille sur Facebook, sur Messenger. Donc, on essaye d'utiliser toutes les possibilités pour communiquer dans les médias sociaux, et tous les messages que nous recevons, eh bien, nous le forwardons à une cellule qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui traite ces demandes. On essaye vraiment de trouver la meilleure solution possible pour les personnes concernées. Mais il y a des pays, vous le savez, où il n'y a plus aucun vol, il n'y a plus de liaison, et donc on ne peut pas décider de réorganiser les vols, mais les aéroports au moins doivent rester ouverts pour pouvoir organiser des rapatriements. Nous n'avons pas tous les liens vers les autres pays, vers les autres continents, mais ce que nous faisons dans un cas concret, nous organisons par exemple avec la Luxair pour organiser un vol, un vol au Cap-Vert. Et donc, on va rapatrier pas uniquement des Luxembourgeois, mais également d'autres personnes de l'espace Schengen. Et c'est également un grand signe de solidarité. Alors, peut-être encore brièvement quelque chose que je voudrais vous dire en tant que ministre des Affaires étrangères, quelque chose que nous avons évoqué aujourd'hui. Malgré toute la misère qui règne en Europe, il ne faut pas oublier de regarder au-delà des frontières communautaires. On a le continent africain et on voit très bien ce qui pourrait arriver. Il y a des pays comme Haïti, le Venezuela, l'Iran aussi, qui n'est pas très loin de nous. Et nous savons que dans ce pays, l'Iran, eh bien, ce pays ne fonctionne plus par ses propres moyens. Il y a des millions de réfugiés d'Afghanistan qui se trouvent dans le pays, et lorsque les personnes voient qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, alors il y a les premiers qui veulent faire demi-tour, et vous pouvez vous imaginer le chaos que ça peut créer. Autre difficulté, cela peut évidemment entraîner la propagation plus rapide du virus. Donc maintenant, on doit tout mettre en œuvre pour faire comprendre à nos collègues aux États-Unis qu'il n'est pas possible de décider de sanctions en termes sanitaires et humanitaires. On ne peut pas décider de telles mesures. Nous le faisons, c'est notre haut représentant qui le fait à sa manière. Nous le faisons chacun en tant que pays. Nous essayons vraiment de demander aux États-Unis, regardez ce qui peut se passer, pas uniquement en Iran, mais également au Venezuela ou dans d'autres pays. Lorsque nous arrêtons notre aide humanitaire, alors cela va engendrer une catastrophe, et cela aura beaucoup plus de conséquences néfastes. Si maintenant on fait ce qu'il faut faire d'un point de vue
humanitaire et humain, eh bien, je pense que ce serait déjà une bonne chose. Voilà. Je propose de m'arrêter là. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Monsieur le ministre, je vous passerai donc les questions qui ont été adressées par les journalistes. Alors, une question de Passaparola Magazine. Hier. Est prêt à accueillir des malades français. Quelles seront les prochaines étapes pour le pays le plus européen de l'Union européenne? Ja, merci. Merci beaucoup, Roger Infalt, pour cette question. Nous ne l'avons pas uniquement dit hier, cela a été préparé par le Premier ministre, par la ministre de la Santé. Et concrètement, il s'est déjà passé quelque chose dans ce sens-là. Le Luxembourg essaye, d'après ses possibilités. Nous savons que les hôpitaux de Mulhouse sont complètement débordés. Le nombre de personnes qui ont besoin de soins intensifs est extrêmement élevé. Et c'est pour cela que nous avons pris la décision au Luxembourg d'utiliser nos hélicoptères pour mener des personnes. Et nous sommes vraiment en train d'organiser cela et on essaye au mieux possible. Autre question de contacto. L'Allemagne, la France et la Belgique continueront à laisser passer les frontaliers vers le Luxembourg, en particulier celles qui travaillent dans le secteur de la santé. Ja, is inderdaad. Oui, je l'ai dit, c'est absolument vital. Depuis une semaine, lorsque nous avons entendu que les Allemands envisageaient de fermer les frontières, c'était vraiment notre préoccupation majeure. Nous avons réagi et du jour au lendemain, de dimanche à lundi, nous avons créé des certificats que nous distribuons aux personnes concernées, donc les personnes qui travaillent dans notre pays dont nous avons besoin. Nous ne voulons pas non plus avoir des embouteillages tous les jours. Bon, cette mesure que nous avons prise n'était pas toujours tout de suite couronnée de succès, mais il paraît que maintenant on arrive à s'organiser. Donc il y a une bande qui est prévue pour les travailleurs frontaliers et tous les frontaliers ne doivent pas passer le matin et le soir. Donc la situation est en train de s'arranger. On était vraiment prête à laisser ouvert notre pays. Au début, on envisageait de fermer les frontières tout au long de la frontière Est, donc à partir de Echternach jusqu'au sud, mais nous n'avons pas accepté cela et le ministère de l'Intérieur a compris que, donc le ministère allemand a bien compris que ce n'est pas uniquement vital pour nous, mais également pour les personnes qui habitent dans l'Eifel, par exemple, et qui travaillent dans nos hôpitaux, qui parcourent 80 à 100 km si elles ne peuvent pas passer par les frontières, donc qui doivent faire de grands détours si on ne choisit pas une autre solution. Donc, je ne peux rien vous promettre, mais on a acquis ce qu'on voulait organiser. Donc, c'était un premier pas, une première étape, un premier succès, si vous le voulez. Donc, les Allemands qui, au sein de leur ministère, ont peut-être pris la carte du Luxembourg, qui ont regardé les différents postes frontières et qui, petit à petit, ont quand même compris qu'on a besoin de pouvoir passer ces frontières. Prochaine question du VORT. Ont été mises en place pour les demandeurs de protection internationale des pays. Ja, also. Pour l'exprimer de manière générale, nous vivons en tant que citoyens luxembourgeois ici au Grand-Duché, font partie de ces concitoyens toutes les personnes qui ont introduit la demande d'obtenir ce statut et tous ceux qui ont déjà obtenu ce statut. Donc, tout ce qui se passe, tout ce que l'inspection sanitaire nous dit dans les foyers, on s'y tient. Et c'est clair, s'il y a des personnes qui doivent aller en quarantaine ou qui sont testées et qui obtiennent un résultat positif, alors il faut respecter les règles
qui doivent être respectées au Luxembourg pour que les personnes en question ne soient pas en danger et aussi donc pour ralentir la propagation du virus. Prochaine question de RTL. Jeudi, vous aviez annoncé qu'il ne serait pas possible d'accueillir les mineurs non accompagnés dans les foyers parce qu'il ne serait pas possible de garantir les conditions adéquates. Donc, est-ce qu'on ne va pas accueillir ces personnes-là maintenant? Et si on ne le fait pas maintenant, est-ce qu'on envisage un report? Est-ce qu'on peut le faire à un moment ultérieur? Parce que si on ne respecte pas cette promesse-là, si on ne la réalise pas, alors la situation pourrait s'aggraver dans les camps. Oui, c'est une question très importante. Je peux vous dire, donc il y a 2 jours, j'ai dû mettre un terme à cette discussion-là. Et j'ai mené des discussions et pour pouvoir assurer ce transfert dans les prochains jours, eh bien, malheureusement, ce n'est pas possible car on m'a dit on ne peut pas le faire de manière rapide car le Haut-Commissariat des Nations Unies nous a dit pour vraiment le mettre en œuvre maintenant, il faut qu'on dispose de plus d'informations. Quels étaient les enfants qui étaient censés venir. Donc le choix des enfants n'était pas fait et l'OIM aurait également des problèmes au niveau du transfert et donc j'ai dû accepter cette réponse. Je ne peux rien faire, je ne peux rien faire contre le gouvernement, rien contre le Haut-Commissariat et Philippe Pittor qui est responsable de la Grèce. Donc on a dit, on a tout préparé, tout ce qu'il fallait préparer. Les dossiers sont prêts. Maintenant, les dossiers seront transférés au Luxembourg et j'espère que le plus vite possible, ce transfert pourra être réalisé. Ensuite, il y a autre chose qui est venue se rajouter ces derniers jours. Dans le cadre de l'Office national de l'accueil, on a des personnes qui tombent malades. Ce sont des instances où on a des personnes vulnérables qui travaillent. Il y a des personnes qui partent en quarantaine. Voilà, des personnes, comme je disais, qui tombent malades. Et un tiers à peu près des personnes qui travaillent normalement dans cette instance ne travaillent plus. Et donc, on ne peut plus assurer ce service 24 heures sur 24. C'est très difficile. J'ai contacté Madame Jacobs et la Croix-Rouge avait proposé d'accueillir ces mineurs. Donc, mais je pense que ce serait vraiment précipité. Donc on essaye de tout bien mettre en œuvre, de tout bien préparer et de réaliser ce transfert à partir du moment où c'est possible. Prochaine question d'RTL également. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que c'était une grande erreur de ne pas tester les frontaliers français qui travaillent dans les hôpitaux luxembourgeois? Parce qu'il y a certainement des frontaliers contaminés, infectés, qui sont venus au Luxembourg et qui ont peut-être contaminé des personnes, des patients vulnérables. Si l'adhéré de cet avis-là, je me pose la question, dans quel monde vivons-nous? Imaginez-vous, les personnes vivant à l'étranger, en France également, on leur dirait du jour au lendemain, voilà, vous êtes malade, vous ne pouvez plus venir. Alors notre système s'écroulerait complètement. Ici, au Luxembourg, nous ne discriminons personne, que ce soit les Français, que ce soit les Belges, que ce soit les Allemands, que ce soit les Luxembourgeois. Si quelqu'un a un problème, il fait ce que le gouvernement, ce que le législateur a décidé. Pas plus, pas moins. Donc, essayons de ne pas pointer du doigt les Belges, les Français, les Allemands. Le Luxembourg est un pays où tout le monde a ses droits. Et si une personne est vulnérable, oui, à ce moment-là, cette personne ne doit pas travailler. Autre question du VORT. Que pensez-vous des mesures prises par le gouvernement hongrois pour réagir au Covid-19 ? Je ne pense pas que ce soit le gouvernement, c'est le ministre-président Orbán et c'est vraiment grave.
Vous savez, ici au Luxembourg, ce que nous avons fait samedi, c'est clair, il y a un frein pour 3 mois. Si au bout des 3 mois, il n'y a pas de loi qui règle cela, eh bien alors ces dispositions ne sont plus valables. Et bon, c'est quand même un frein qui existe pour que le gouvernement ne devienne pas omnipotent, ne puisse pas prendre n'importe quelle décision. Pour la majorité ne dise pas après-demain, voilà, on arrête tout. En Hongrie, avec M. Orban, c'est très dangereux. Car si maintenant, grâce à sa loi, il pourrait dissoudre le Parlement et toutes les mesures qu'il prend maintenant ne sont pas adoptées par le Parlement, donc cette loi n'est pas limitée dans la durée non plus, et donc c'est quelque chose de très difficile. Cela ne correspond pas aux démocraties européennes et cela ouvre vraiment la voie au totalitarisme. Deuxième question qui vient se rajouter. Comment évaluez-vous le rôle de la Commission européenne pour combattre la fermeture des frontières? Eh bien, je pense que la Commission européenne a bien réagi. Elle a proposé de fermer les frontières extérieures pour que les frontières intérieures puissent être ouvertes. Et donc la Commission européenne, c'est le gardien des traités. Elle a bien réagi. Bon, maintenant, il y a des pays qui réagissent différemment. Vous avez vu les conséquences, vous avez vu les impacts. Lorsque à un endroit de l'Europe, on ferme les frontières, ce n'est pas le virus qui sera endigué. On n'a pas de conséquences ou d'impact positif à ce niveau-là. On a d'autres problèmes qui se créent. Et nous avons certainement tous un pays que nous connaissons, que nous aimons, qui a rapatrié des personnes d'un autre pays qui se situe en dehors de l'Union européenne et qui a dit on ne prend que nos nationaux et on ne prend pas les autres citoyens européens. Et ce n'est pas une mentalité européenne. L'Europe a été créée pour ne plus avoir de guerre, c'est très clair, mais l'Union européenne a également été créée pour avoir quelque chose de communautaire. C'était le terme communauté qui a été choisi au début. Et cette communauté doit être maintenue parce que sinon on ne comprend plus rien. Et lorsqu'on agit tous ensemble, cela peut vouloir dire on ferme les frontières extérieures. C'est une décision qui peut être prise pour 30 jours par exemple, mais après on ouvre les frontières intérieures. Une autre question, Luxembourg Times voudrait savoir dans quel pays attendent la plupart des Luxembourgeois leur rapatriement. Il y a tout un groupe qui était au Cuba. Donc là, on est en train de voir comment on peut les rapatrier. Mais il y a des Luxembourgeois dans tous les pays, en tant que touristes. Donc il y a des gens qui ne veulent pas revenir au Luxembourg, mais on a des touristes qui voudraient être rapatriés. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé en Équateur, par exemple, qui ont travaillé là-bas, qui voudraient revenir. Et maintenant, je ne vois pas comment je pourrais vous dire, c'est là où il y a le plus de Luxembourgeois. Bon, en Espagne, en Italie, il y avait beaucoup de personnes qui sont revenues. Et puis, comme je dis, beaucoup d'endroits du monde où on a voyagé du Pérou jusqu'en Nouvelle-Zélande et d'autres villes et d'autres pays dans le monde entier. Prochaine question de la radio. 100,7. Nous avons le témoignage, nous avons publié le témoignage d'une étudiante à Perugia et le 10 mars, elle aurait pris contact avec les autorités luxembourgeoises pour s'informer si un rapatriement était possible. Alors, on lui a dit qu'il n'y a aucun rapatriement qui est prévu. Si elle était atteinte du Covid-19, il faudrait qu'elle soit traitée sur place. Alors, est-ce que c'était une exception ou est-ce que c'est l'approche générale dans ce genre de cas? Bien, là, je ne peux pas vous répondre. Je sais juste que les personnes qui travaillent dans cette cellule font vraiment
tout pour organiser les situations, les rapatriements pour les personnes en question. Là, maintenant, je ne sais pas si maintenant on est testé positif. Comment est la situation? Si vous me donnez le nom de la personne en question, alors je vais me renseigner. Mais une fois de plus, les gens qui travaillent dans cette cellule essaient vraiment de répondre au mieux aux demandes des personnes. Le monde? Mais y a-t-il déjà concrètement une proposition de stratégie pour le risque d'extension de la maladie en Afrique ou en Syrie, par exemple? On a un premier cas de contamination. Ja, ik kan je plötzlich even zeggen. Voilà, donc je vous répondrai en luxembourgeois. Alors aujourd'hui, indirectement, on a parlé de la bande de Gaza. On a parlé de la bande de Gaza. Il y a question du virus. On a dit pour l'Afrique que nous ne devons pas fermer les yeux. Et même si on pense qu'il n'y a pas encore beaucoup de cas pour l'instant, mais il faut quand même proposer à l'Afrique toute l'aide demandée par l'Afrique. Bon, c'est clair. Est-ce qu'il existe une véritable stratégie? Eh bien, je pense que non, mais il existe vraiment une volonté d'élaborer une stratégie. Mais je dirais également que ce que nous avons dit et ce qui était nouveau pour bon nombre de personnes, et où je suis totalement d'accord, c'est que lorsqu'on pense à l'Iran, par exemple, lorsqu'on pense au Venezuela, il ne faut pas tout simplement se dire ce sont des pays qui ne nous intéressent pas, il y a des sanctions, parce que si on agit de cette manière-là, on commet une erreur fatale et c'est absolument à éviter. Une autre question du Tagblatt. En ce qui concerne le matériel commandé, est-ce qu'il nous arrivera de Chine aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, pourquoi pas? Alors, il y a du matériel qui est déjà arrivé au cours de ces dernières heures. Je dois faire attention parce que Madame la ministre de la Santé est vraiment sous pression. Tous ceux qui travaillent au Luxembourg demandent d'avoir des masques et il faut leur laisser la décision d'organiser la distribution. Comment organiser la distribution? Tout ce que je peux dire et ce que j'ai déjà dit, c'est que on a demandé à la Chine de nous aider. Les Chinois nous ont répondu et je suis vraiment confiant qu'il y aura du matériel qui nous arrivera, du bon matériel, non seulement de Chine mais également d'autres pays. Et cette cellule de crise qui travaille et qui est donc gérée par le haut-commissaire Feller et par Madame Leenert et toutes les personnes qui donc il y a des médecins, il y a des représentants des ministères, des représentants de l'armée. Ces gens-là mettent vraiment tout en œuvre pour pouvoir accéder à ce matériel. Aujourd'hui, dans le cadre de notre réunion, il y a au moins 10 ministres qui ont dit qu'il existe une certaine concurrence pour avoir accès au matériel, notamment du matériel venant de Chine. Et c'est inacceptable, cela ne peut pas se passer comme ça. Donc pour l'Italie, notamment, le pays le plus touché, il y a du matériel qui a été perdu, qui a été détourné dans les zones de transit, dans les aéroports, et c'est absolument inadmissible. Prochaine question du Tagblatt. Combien de fois est-ce que vous coordonnez avec les autres ministres et avec le Premier ministre? Moi, personnellement, eh bien, lorsqu'on est membre d'un gouvernement et lorsqu'on vit dans une période de crise, il est absolument évident que cette coordination se fait. Bon, je n'ai pas compté le nombre de conseils que nous avons tenus au cours de ces dernières semaines. Cette coordination se fait de manière permanente. Une autre question de Luxembourg Times. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont-ils parlé de la situation à Lesbos? Est-ce qu'il y a des solutions envisagées? Non, nous n'avons pas abordé cette question-là. Bon, il ne faut pas en parler pour savoir ce qui se passe. J'ai eu quelques entretiens avec le NHCR la semaine dernière et on m'a dit, bon, maintenant, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Il n'y a
plus de nouvelles personnes qui arrivent. Pour certains, c'est une mauvaise nouvelle, pour d'autres, c'est une bonne nouvelle. Mais il n'y a plus de nouvelles personnes qui arrivent sur l'île de Lesbos. Et l'idée des Grecs et de l'UNHCR, c'est de profiter de cette situation-là pour transférer les personnes vulnérables au continent, donc en Grèce. Et une fois de plus, je voudrais vous dire que dans cette question, de manière générale, pas uniquement en ce qui concerne l'île de Lesbos, mais de manière générale, en ce qui concerne la distribution de la charge, qu'un pays comme la Grèce, cela échoue à chaque fois parce qu'il y a un argument qui est avancé, et toujours par les mêmes pays, et ces pays disent accueillir les migrants signifie importer de l'insécurité dans notre pays. Et si tel est le comportement des Européens en 2020, eh bien, je dois vous dire que ces gens-là n'ont pas compris l'idée de l'Europe. Malheureusement, je ne vois pas que la situation s'améliore. Je peux m'imaginer que l'Europe arrivera, comme le reste du monde, d'endiguer le virus. Nous allons y parvenir, mais on a besoin de la solidarité. Et nous avons aussi besoin de la solidarité dans la question de l'immigration. Luxembourg Times, divers médias ont dit qu'il y a eu des avancées dans les négociations d'un élargissement de l'Union européenne à l'Albanie. Eh bien, aujourd'hui, c'était les ministres des Affaires étrangères. Demain, ce sont les ministres des Affaires européennes qui discuteront. Bon, s'il n'y avait pas de progrès, s'il n'y avait pas d'avancée à ce niveau-là, je pense que la présidence n'aurait pas convoqué ce conseil. C'est vrai qu'il y a eu des progrès. Le côté français a obtenu ce qu'il voulait obtenir, donc une réforme du processus d'élargissement. Nous avons le Danemark qui avait quelques problèmes, les Pays-Bas qui avaient quelques problèmes, et apparemment on a trouvé une solution si la France bouge. Mais je sais que l'élargissement n'est rien de populaire dans aucun pays, non plus ici au Luxembourg, mais croyez-moi, en ce qui concerne la Macédoine du Nord, on a adapter le nom du pays pour mettre fin à la dispute avec la Grèce pour pouvoir devenir membre de l'Union européenne. Bon, maintenant on a l'Albanie et je pense qu'on travaille dans la bonne direction. Mais si on a réalisé quelques progrès, cela ne veut pas pour autant dire que ces pays rejoindront l'Union européenne dans les 10 ans à venir. Alors, dernière question de la radio Ronald,7. Alors, la Luxair réalisera encore des vols de rapatriement. Est-ce qu'on envisage encore des vols supplémentaires pour faire revenir des personnes au Luxembourg, sauf le vol du Cap-Vert que vous avez évoqué tout à l'heure? Eh bien, en tant qu'État et la Luxair en tant que société, nous savons ce que c'est la solidarité. Il y a 3000 Allemands Costa Rica et aussi quelques Luxembourgeois. Lorsqu'on s'aide mutuellement, eh bien, on arrive à s'organiser. Pour le Cap-Vert, par exemple, c'est nous qui l'organisons et on essaie vraiment de se donner un coup de main. Alors, il n'y a plus d'autres questions. Je vous remercie pour vos réponses. Merci.